Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la chaîne du Frussien. Le Frussien, c'est moi, Alexandre, et sur cette chaîne, je vous parle de Russie où j'habite depuis 15 ans, je vous parle de Moscou, où je réside et travaille et vis. Et en Russie, je dirige un cabinet de conseil en ressources humaines et recrutement, qui aide les entreprises principalement étrangères à recruter du personnel russe qualifié. J'ai décidé de créer cette chaîne YouTube fin d'année dernière pour parler de la Russie et pour accompagner un autre projet que j'ai développé et que je fais actuellement qui s'appelle le projet Ruspatriation. Donc le projet Ruspatriation, c'est un projet qui est destiné aux personnes morales, en fait, aux gens qui veulent venir vivre, travailler en Russie, aux gens qui s'intéressent à venir vivre et travailler en Russie, qui ont des projets en Russie, qui ont de la famille en Russie, qui ont des conjoints russes et qui veulent donc se ruspatrier en fait et s'installer en Russie. Et donc j'accompagne ces gens par le biais d'un module que j'ai créé unique qui s'appelle le module Ruspatriation. Et à ce titre, j'ai écrit d'ailleurs récemment un livre blanc offert sur la Russie, vous pouvez le télécharger. Je mettrai le lien du livre blanc en description de cette vidéo. Voilà, vous pouvez télécharger ce livre blanc. J'y parle de Russie de façon un petit peu atypique, de façon un petit peu pas classique. Et en fait, je tente dans ce livre blanc de vous faire ressentir un petit peu les réalités de la Russie d'aujourd'hui. C'est ce que je fais sur cette chaîne YouTube. Je vous parle de la Russie dans toutes ses contradictions et ses réalités. Et aujourd'hui, voilà, je suis sur l'étang de Novospassky. Voilà, c'est l'endroit où j'habite. On voit que le monastère est en travaux encore. Et vous voyez qu'on est 24 août à Moscou. On est déjà en pull parce qu'à Moscou, l'automne et l'hiver arrivent vite. À Moscou, ça reste une ville au nord. Et donc, oui, ça c'est réel. Il n'y a pas d'ours dans les rues de Moscou. Par contre, il fait froid et l'hiver est long. Et aujourd'hui, on est le 24 août 2023. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet un petit peu sensible qui est le sujet de l'opération militaire spéciale. Tout ça fait 18 mois d'opération militaire spéciale. 18 mois que l'opération militaire spéciale russe en Ukraine a commencé. Et donc, je vais vous parler un petit peu de ces derniers 18 mois. Comment les gens l'ont vécu, comment les Français de Russie l'ont vécu, comment les gens qui habitent en Russie l'ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont ressenti, qu'est-ce qu'ils ressentent. Alors évidemment, pas tout savoir et tout dire, mais voilà, globalement, c'est un petit peu de vous expliquer un petit peu quelle est la situation, qu'est-ce qui s'est passé en 2022, qu'est-ce qui se passe en 2023, comment est-ce qu'on vit, qu'est-ce qui a changé. Voilà, juste un espèce de tour d'horizon un petit peu de la Russie en ce 24 août 2023, 24 août 2023 qui est aussi la fête d'indépendance de l'Ukraine, 24 août. Voilà, donc je ne commenterai pas les événements d'hier avec la mort d'Evgeny Prigojine, puisque j'ai pas d'éléments là-dessus et j'entends tout et n'importe quoi, et moi je ne me lancerai pas dans des théories fumeuses, mais je reviendrai sur ce dossier. J'ai déjà parlé du soi-disant coup d'état d'Evgeny Prigojine sur ma chaîne YouTube, je remettrai le lien en description de cette vidéo, et je reviendrai sur ce qui s'est passé avec Evgeny Prigojine, mais plus tard, lorsque j'aurai lu, appris, réfléchi et mieux compris. Donc aujourd'hui, voilà, 18 mois d'opération militaire spéciale. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que les gens ici vivent, qu'est-ce que moi je ressens, qu'est-ce que moi j'ai compris, qu'est-ce que moi je vois en Russie, et qu'est-ce qui se passe. Donc déjà, je vais être assez cash. Sur cette chaîne, on parle de Russie sans tabou et sans politiquement correct, donc on va pas faire du BFM ni du LCI. N'écoutez pas la télé française, ils sont à la ramasse complètement, et en plus d'être à la ramasse, ils ont un scénario et un narratif à vous imposer. Ne les écoutez pas. Ils ne savent pas, ils veulent faire passer un narratif qui est un narratif anti-russe, qui n'est pas un narratif objectif, qui est un narratif faux, et ne les écoutez pas. Donc déjà, voilà, 18 mois d'opération militaire spéciale. Alors, il y a 18 mois, on s'est tous réveillés avec une surprise, le début des hostilités. Et je peux vous garantir que autour de moi, et moi le premier d'ailleurs, ça a été juste la gueule de bois. Personne s'y attendait en fait en Russie, très clairement. Les gens qui vous disent que c'est tout prévu, etc. Oui, il y a eu le discours de Vladimir Zhirinovski qui avait dit il se passera ça, mais non, personne ne s'attendait à ça. Donc personne ne s'attendait à ça. Les gens, dans les jours, les toutes premières semaines qui ont suivi ça, ils ont été assez surpris, déboussolés complètement. On va pas se le cacher, en Russie, je parle. C'était pas attendu à ce niveau d'intensité. Et puis il y a eu toutes les conséquences immédiates, c'est-à-dire que les sanctions ont été immédiates, qu'il y a eu un petit esprit de panique quand même. Pas de panique mais d'inquiétude, donc les gens ont un peu plus retiré, les banques il y a eu des débuts de blocage, il y a eu le rouble qui s'est cassé la figure complètement, ça a entraîné une inflation immédiate irrationnelle dont ont profité, faut pas se le cacher, certains commerçants. Et donc sur la période en fait de mars
de mars, d'avril, ça a été super torturé et super compliqué. Donc les gens ont vu le rouble se casser la figure, ils ont vu de l'inflation, ils se sont dit qu'est-ce qui va se passer, quoi. Voilà. Donc je pense que tout le monde s'est à ce moment-là dit Stodalche, en gros qu'est-ce qu'il va y avoir derrière, qu'est-ce qui va arriver, et puis qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui. Déjà on va faire des constats sur la longue durée, puisque la géopolitique c'est pas d'émotionnel, c'est pas des conclusions tout de suite, ça marche pas comme ça. La géopolitique c'est une science de longue en fait, tout simplement. Les tendances lourdes qui évoluent rapidement ces temps-ci, elles vont quand même être très longues. Qu'est-ce que moi je vois qui s'est passé? Déjà, je crois qu'il y a eu une espèce de crise des représentations. Pour d'ailleurs se poser la question d'où viennent ces représentations. Par exemple, la première crise de représentation, je crois que c'est la crise de représentation qu'il y avait dans le monde occidental concernant la Russie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que la Russie, on reviendra sur ce sujet sur notre vidéo, mais a lancé une guerre préventive dans le Donbass, une guerre préventive pour prendre de court, moi ce que je pense qui était certain, qui était l'offensive ukrainienne à venir. D'ailleurs, beaucoup de rapports d'organisations internationales qui expliquent que la semaine avant le début des hostilités, l'intensité des combats a commencé à augmenter. Donc la Russie a lancé ce qu'on appelle une guerre préventive, une opération militaire spéciale, une guerre préventive. Vous voyez, j'utilise le mot guerre. Une guerre préventive. Et je pense que quand ça a commencé quand même très fort. Les frappes des premiers jours ont été massives et je pense que le gouvernement ukrainien, on l'a vu, était prêt à négocier, prêt à plier. Et les Occidentaux ont dit aux Ukrainiens, ont dit à Zelensky, pas question, tu plies pas. Tu plies pas, tu continues, on va te soutenir, on va défendre l'Ukraine et vous allez gagner cette guerre. En gros, je crois que c'est ça qu'ils ont réussi à lui faire croire. Et 18 mois plus tard, je crois qu'il y croit encore. Remarque, maintenant, je commence à avoir des doutes après le trauma de contre-offensive raté, mais on va en parler plus tard. Donc, je pense qu'en Occident, la stratégie était de dire on va tenter de tenir militairement pas longtemps, quelques mois, parce que la densité des sanctions qu'on va imposer à la Russie va la faire plier. Donc je pense que la première crise de représentation, c'est la crise occidentale, c'est de se dire, c'est une erreur de représentation, message faux, une représentation fausse des réalités de la Russie d'aujourd'hui, dont on parle cette chaîne, c'est que la Russie ne survivra pas en quelques mois aux 13 000 sanctions, aux 12 000 sanctions, je ne sais plus combien, 13 500 qu'on va lui imposer. Erreur totale. Je veux dire, les sanctions ont eu des impacts, ci et là, il y a eu bon. Enfin, globalement, sans moins les sanctions en Russie qu'en Europe, quoi. Donc là, il y a eu tout le monde s'est trompé. Tout le monde s'est trompé. Mais se sont surtout trompés ceux qui ont initié les sanctions en pensant que ça allait avoir un résultat. Je pense que les Russes ont réagi aux sanctions et eux-mêmes ne pouvaient pas imaginer que 18 mois plus tard, on en serait là, avec 4,9 de croissance au second trimestre 2023. Je dis ça, je dis rien. Donc, je pense que la première crise de représentation, c'est celle-là. La deuxième crise de représentation, c'est les Russes ne sont pas les Français, ils fait marrer. La deuxième crise de représentation, c'est sans doute le rapport de force militaire. Je ne sais pas si les Russes s'attendaient à ce que ce soit plus facile. Je pense qu'ils ne s'étaient pas trompés dans le sens qu'on a vu que Zelensky était prêt à négocier tout de suite et que par conséquent, ils ont compris que l'uppercut direct, coup de poing, voilà, l'opération, le mode blitzkrieg en fait est violent, marchait, puisqu'on a vu que Zelensky était prêt à négocier. Donc là-dessus, les Russes ne se sont pas trompés. Je pense que là où il y a une erreur d'interprétation, et encore une fois on ne peut rien prévoir, une erreur d'interprétation de la partie russe, mais c'était imprévisible, c'est de s'imaginer le niveau de soutien et de sanctions, niveau de soutien, je veux dire, politique, militaire, etc., à Zelensky. Et donc là, je pense que dans le narratif occidental, on a dit, regardez, avec tout ce qu'on apporte comme soutien en matériel, en hommes, l'armée russe piétine, elle avance pas assez, elle est faible, c'est pas la deuxième armée du monde, etc. Moi, je crois pas ça. C'est pas ça que je vois. Je suis pas expert militaire, mais c'est pas ça que je vois. Je pense que les Russes étaient partis sur leur scénario initial, qui est que les Ukrainiens négocient, voire se rendent. Par conséquent, quand on a dit aux soldats ukrainiens, quand le gouvernement ukrainien a dit à ses soldats, vous rendez pas, vous tapez fort, ben, je pense que ça, les Russes l'avaient pas vu arriver.
puisqu'ils pensaient que le Blitzkrieg allait marcher. Et je pense que le volume de soutien militaire et le volume de sanctions étaient inattendus par la partie russe. Mais je pense qu'ils se seraient imaginé que ce serait peut-être un peu plus facile militairement et beaucoup plus difficile économiquement. Et c'est pas ce qui s'est passé. Mais je pense que ça a été une surprise aussi pour la Russie. Moins que pour les Occidentaux, évidemment. Mais sur l'année 2022 et le début 2023, ça a été une surprise beaucoup plus forte pour les Occidentaux, mais un peu pour la Russie. Et après, il y a une autre erreur commune des partis de représentation avec des diapasons différents, c'est qu'en fait, je pense que les Occidentaux se sont intoxiqués eux-mêmes, et surtout par leurs médias, parce que je pense que les deux percées, entre guillemets, de l'armée ukrainienne qui ont été faites dans le nord, l'oblast de Kharkov, en fin d'année dernière, et au sud, à Kherson, je pense qu'ils ont vraiment cru en fait que l'armée ukrainienne avait repoussé les Russes. Or, c'est pas ce qui s'est passé. Les Russes sont partis de Kherson après avoir résisté. Ils ont évacué Kherson, qui a été pris par les Ukrainiens, et maintenant Kherson est pilonné par l'armée russe. Et au nord, c'était des zones quasiment vidées, et il y a eu un retrait de l'armée russe, parce qu'évidemment il y avait trop de troupes ukrainiennes, et parce qu'ils avaient laissé pas de troupes suffisamment aguerries pour tenir un aussi grand territoire. Mais je veux dire, c'est des avancées sur des retraits de l'armée russe. Et je pense qu'en fait, à force de répéter, regardez l'armée russe recule, regardez, ils sont faibles, ils sont à bout, etc. Je pense que leur contre-offensive de 2023, elle a été faite sur ce narratif, en pensant que là, avec ce qu'on a mis là, ça va pousser fort. Or, on voit que depuis 3 mois, il y a quelques dizaines de kilomètres carrés de pris, mais il n'y a rien qui a été fait. Rien. Et puis maintenant, c'est l'automne, il va y avoir de la boue, donc ça va s'arrêter. Donc, je pense que là, il y a une énorme erreur de représentation des Occidentaux. Et moi, je pense que la culpabilité vient des médias. Et on le voit en France. Ce qu'on entend est faux, est faux, est faux, est fou. Rappelez-vous, hein, avant la contre-offensive, c'est gagné, quoi. Donc, 3 mois plus tard, hein, les généraux de plateau, là, je pense que voilà, repasser en première année de cours. Donc, encore une erreur de représentation. Et je pense que du côté russe, l'erreur, en fait, elle vient du fait que je pense que les Russes ont sans doute surestimé l'OTAN comme puissance militaire. Là, ils sont surpris de voir que les stocks sont vides, qu'il n'y a pas de ressources, que les pays annoncent livrer tant aux Ukrainiens mais qu'ils livrent moins, qu'il y a vaguement 8 pilotes pour 14 avions. Enfin, je veux dire, ça ne tient pas la route, ce truc-là. Donc, je pense que les Russes, la partie russe a sans doute surestimé l'OTAN comme puissance militaire, tout en sous-estimant le niveau d'engagement qu'allait avoir l'OTAN dans ce conflit. Mais je pense qu'ils ont largement sous-estimé l'OTAN comme puissance politique, comme entité politique, capable de se coordonner politiquement pour, de façon unie, en fait, engager une politique économique de guerre via les sanctions contre la Russie. Mais par contre, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce que les sanctions aient aussi peu d'effet. Donc, en fait, tout le monde s'est un peu trompé dans tous les côtés. Mais la partie perdante aujourd'hui, d'abord c'est l'Ukraine, puisque c'est une catastrophe au point de vue militaire, humain, et c'est une tragédie. D'abord pour les Ukrainiens, et donc là-dessus, les Européens, les Occidentaux sont coupables d'envoyer au charbon les Ukrainiens, alors qu'ils savent très bien que plausiblement les zones prises ne sont pas récupérables, et que plausiblement, après une contre-offensive ratée, l'armée russe peut avancer, ou va pouvoir avancer. Donc je pense que les victimes, c'est les Ukrainiens, que les coupables, c'est les Occidentaux, et je pense que la partie russe dans tout ça, eh ben, elle doit se dire que finalement, aujourd'hui, ils sont en bien meilleure position qu'ils auraient pu penser l'être il y a 18 mois, ou en tout cas il y a 15 mois, 14-15 mois, lorsque l'effet Blitzkrieg qu'ils ont initié n'a pas eu l'effet escompté, qui était d'amener Zelensky directement en négociation parce que les Occidentaux l'en ont empêché. Voilà, ça c'était pour la espèce de toile de représentation entre l'Ukraine, la Russie et l'Occident sur le plan économique et militaire. Après, de façon plus large, moi je pense qu'il se passe beaucoup de choses quand même. Hein. Je vois qu'on sait qu'aujourd'hui, hier, les BRICS, ça a été annoncé aujourd'hui, mais les BRICS se sont élargis à de nouveaux pays. Les pays qui rejoignent les BRICS, c'est des pays très importants, c'est les anciens alliés américains. C'est des pays très riches, c'est des pays qui ont de l'énergie. Donc les BRICS, je mettrai le lien sur la vidéo, mais ils vont maintenant détenir la moitié des réserves énergétiques du monde.
le double du territoire du G7, 40% de la population de la planète, c'est énorme. C'est énorme, donc rejoignent l'Arabie Saoudite, Dubaï, un pays africain, je crois que c'est pays africains, vont rejoindre des pays clés comme ça. L'Argentine, vous vous rappelez l'Argentine dans ma vidéo sur le football, je vous avais dit c'est un allié clé de la Russie. Voilà, 18 mois, je vous avais expliqué. Et puis je pense qu'on va avoir l'Indonésie et la Biélorussie dans le début de l'année prochaine. Et l'Égypte, énorme partenaire militaire de la Russie. Donc ça commence à faire du costaud là. Et tout ça, c'est en train de dédollariser. Comme je l'avais dit dans ma vidéo sur les relations entre la Chine et la Russie, la Chine commence à trader avec d'autres pays de l'énergie en yuan. Donc c'est exactement ce que j'avais dit ici il y a un an l'hiver, j'ai fait une vidéo je crois, plus d'un an, où j'avais expliqué qu'en fait le trade énergétique de la Russie se fera avec des pays tiers en yuan et qu'en fait toute l'Eurasie va se yuaniser et se dédollariser. Et là je pense qu'il y a un phénomène global absolument colossal en cours. Il est accéléré, plausiblement il sera très long, les choses vont lentement. C'est la dédollarisation. Et c'est ça que l'opération militaire spéciale accélère en fait plus que tout. C'est la dédollarisation. Le rapport de force entre l'Occident, l'OTAN et le reste du monde, c'est une chose. On voit que l'OTAN est faible économiquement et faible militairement. Mais en plus, ils sont en train de se faire couper la ressource première qui est le dollar. Donc la dédollarisation de l'économie mondiale va détruire l'Amérique complètement, parce qu'ils vivent sur ça quand même. C'est le trading en dollars partout avec leur dollar. Les derniers qui utilisent des dollars, c'est les Européens qui veulent visiter la Russie et qui passent par des pays frontaliers européens de la Russie. Vous savez que dans un des paquets de sanctions là, vous venez avec des euros, on peut vous les confisquer en tant que citoyen européen. Par contre, si vous amenez des dollars dans l'économie russe, on ne vous les confisque pas. Ça, c'est le génie, c'est l'aboutissement final de la pensée Bruno Le Maire, mais à l'échelle européenne. Dépenser des dollars dans l'économie russe. Donc, voilà, donc la dédollarisation, petit trait d'humour, la dédollarisation accélérée. Il ne faut pas croire que ça va aller vite, moi j'y crois pas, l'économie c'est lent. Mais enfin, les tendances de fond, elles sont là. Voilà, donc les choses énormes changent, c'est-à-dire qu'on revient sans doute à une logique de bloc. En gros, il y aura un bloc occident et un bloc non occidental varié et qui va être en fait réuni malgré ses différences sur une espèce de point commun qui sera d'être non occidental par opposition à l'OTAN. Il va être dominé énergétiquement, politiquement par la Russie et la Chine. Et puis derrière, vous allez avoir une kyrielle de pays qui va s'agréger, qui va vouloir rejoindre ce nouveau dispositif BRICS, organisation de Shanghai, on va l'appeler, mais en tout cas qui va créer une espèce de constellation d'États non occidentaux et a-occidentaux, voire anti-occidentaux, avec une très forte domination, une très forte présence, enfin une très forte influence russe, chinoise, et moi je crois beaucoup arabo-musulmane, avec des puissances comme voilà, comme l'Arabie Saoudite, comme Dubaï, comme sans doute demain la Turquie, sans doute l'Indonésie, enfin puissance asiatique musulmane. Donc voilà, donc c'est ça la configuration qui se met en place. Il faut bien comprendre que la France là-dedans c'est le corner total au bout à droite au fond du couloir, cabinet de gauche. Donc bien comprendre ça. Voilà, donc ça c'est autre chose. Alors après, comment les gens comme moi, comme les Russes, je sais pas, comme mes amis français ont vécu tout ça. La gueule de bois, quand ça a commencé. La chute du rouble, ben, inquiétante évidemment, la hausse des prix, aïe aïe aïe. Et puis finalement, on est passé de la torpeur. Le premier jour c'est la torpeur. Où on va un fond d'inquiétude quand même, hein. Même les plus rassurés que je connais m'avouent maintenant en me disant on n'était pas tranquille. Donc il y a vraiment une espèce de torpeur qui s'est installée, qui est vraiment une espèce de ressenti d'inquiétude, parce que bon, évidemment c'est des événements d'une telle densité que personne n'a jamais vécu ça. Après il y a eu un été, espèce d'été à l'arrêt où tout le monde s'est un peu dit, moi je vois dans mon milieu d'amis russes, français, de Moscou, les gens se sont dit, bah allez à la fin de l'été quand même, représentation, l'armée russe va gagner, ça va aller vite, le Donbass sera pris, on s'arrête après le Donbass, voilà. C'était un peu ça, il y avait tout un tas de scénarios fantasques. Rien n'est arrivé. Et puis après, il y a eu l'automne 2023 avec la mobilisation en Russie qui a été chaotique, j'en ai parlé hein, ici. Beaucoup moins chaotique, je remettrai le lien de la vidéo dans la description. Beaucoup moins chaotique qu'en Ukraine. Bien sûr, on n'arrête pas les gens dans la rue, on frappe pas les gens, on n'embarque pas les gens dans les villages. Moi, j'ai
une nounou ukrainienne qui élevait mes enfants, de l'ouest de l'Ukraine, hein, la partie la plus anti-russe, il en a très bien. Son beau-père, dans un village de Transcarpathie, a été arrêté à la fin de l'année dernière. Il a été mobilisé de force dans la rue, un vieux de 55 ans, hein, mobilisé de force dans la rue, envoyé à Bakhmout, il est mort. 55 ans. Début 2023, il est mort à Bakhmout. Voilà, ça c'est la mobilisation en Ukraine. Alors en Russie, ça a été un peu chaotique, mais en Ukraine, beaucoup plus grave. Je remettrai la vidéo que j'ai faite sur ce sujet. Donc la mobilisation, les effets de reflux de l'armée russe, qui ont été évidemment au début intégrés émotionnellement. Mon Dieu, on recule, la Russie recule, qu'est-ce qui se passe? En fait non, c'est pas ça qui s'est passé, mais la Russie a reculé stratégiquement, mais globalement, aujourd'hui au nord, elle est en train de réavancer, et puis le Dniepr, là, au sud vers Kherson, pas super le tableau pour les Ukrainiens. Donc, il faut écouter Jacques Beau là-dessus. Il a une très bonne vision stratégique, je pense. Donc, voilà, donc l'automne difficile, passé au nouvel an. Et puis en 2023, les choses ont commencé à se mettre sur les rails, l'économie s'est un peu réadaptée. Les choses ont commencé à aller mieux. Et en fait, moi, du point de vue business, je le vois, quand même des clients qui reviennent, il y a des entreprises d'autres pays, il y a des nouvelles entreprises chinoises, turques, de Dubaï. Il y a des entreprises européennes qui passent par des moyens un petit peu obliques, etc. Donc les choses se remettent peu à peu en place. Et puis il y a une sensation qui s'est installée dans la société russe de reprise de confiance, parce qu'on s'est dit ça va être long. Maintenant tout le monde a compris que ça pouvait durer. Tout le monde s'est fait à l'idée que ça pouvait durer. Tout le monde s'est fait à l'idée sans doute que ça allait durer. Et donc les gens font avec. Donc en fait dans le mindset des gens, dans l'esprit des gens, il n'y a plus cette espèce de dimension où les gens étaient stressés en se disant dans 2 mois, dans 1 mois, dans 3 mois, que ça se passe. Non, non, c'est fini ça. La crainte d'effondrement économique est entièrement passée. L'économie s'est vraiment bien réajustée. C'est fascinant, hein. Je veux dire, le vivre de dedans, c'est juste incroyable. On m'aurait dit à 18 mois, 13 500 sanctions amèneront à plus 4,9 de croissance au second trimestre. J'aurais dit, c'est pas possible. Si. Donc c'est voilà, l'économie s'est vraiment réinstallée, le calme est revenu dans la population. La Russie continue son développement, Moscou s'embellit, il y a beaucoup de villes qui se développent. On a lancé une sonde sur la Lune, ok, elle s'est crashée, pas de bol. Les Indiens ont réussi à la poser, un pays des BRICS. On va refaire une autre sonde, les Russes vont envoyer une sonde, ça va passer. Il y a beaucoup de choses qui se font. Donc la vie a repris son cours en fait, malgré l'opération spéciale. Alors oui, il y a plus de drones qui approchent de Moscou, qui tombent sur Moscou, en banlieue de Moscou. Ils font pas beaucoup de dégâts, hein. Ils blessent des gens, ils tuent des gens dans le sud un petit peu. Il y a eu 3 morts à Belgorod, je crois, hier. Des civils, hein. Les drones ukrainiens, ça tue des civils, hein, comme les drones d'autres pays. Donc c'est pas des drones gentils. Donc ouais, les drones, c'est une nouvelle réalité à Moscou, mais enfin quand on fera le décompte de morts par drone et de morts par accident de circulation sur l'année, on s'apercevra que conduire à Moscou est plus dangereux et plus risqué que de se prendre un drone sur le coin de la figure. Donc aujourd'hui, en tout cas, on en est là. C'est pas dit qu'il n'y ait pas à terme des attentats, c'est pas dit qu'il n'y ait pas à terme ça. Mais il y en avait avant l'opération spéciale, avec les autres guerres que la Russie a menées. Donc, par conséquent, globalement, non, le calme est revenu. Les gens font avec. Les espèces de... Dans la société russe, l'année dernière, il y a eu énormément de gens, moi je vois dans l'école de mes enfants, qui se sont dit on part, on s'en va, on quitte le pays, tout est foutu, ne marchera plus. Moi j'avais dit, ils reviendront tous en septembre, parce qu'évidemment les travailler dehors c'est compliqué. Et globalement tout le monde est revenu. Donc il y a quelques départs, et c'est sûr qu'il y a 700-800 000 Russes qui sont sortis. Hein. Enfin moi j'étais en Arménie récemment, vous avez des serveuses russes dans les bars, vous avez sur des mobilettes des petits Russes qui font de la dostavka, ils sont de la livraison, ils sont sous-payés, ils sont payés 150 $ par mois. Ouais, ok. Il y a aussi des IT, beaucoup. Il y a aussi des cadres sup. Il y a des gens riches qui sont partis à Dubaï. Ouais, il y a eu une certaine vague de sorties. Mais voilà, j'ai publié les stats de sorties vers certains pays, comme la Géorgie. C'est sur mon blog, je remettrai les liens sur la Géorgie, sur la Turquie, Israël. Donc des pays où vont potentiellement des gens qui sont des actifs et d'un certain niveau de vie. Finalement, les sorties sont en baisse. Les attributions de permis de séjour et de résidence sont beaucoup plus faibles qu'annoncées. Le nombre de comptes en banque ouverts est plus faible qu'annoncé. Et donc, on s'aperçoit qu'en fait, il y a eu une espèce de narratif de oui, tout le monde s'en va. Et comme j'avais dit
Encore une fois, c'est ma vidéo de conquête aujourd'hui, c'est ma vidéo de victoire aujourd'hui. Comme j'avais dit sur une des vidéos que j'avais faites ici en hiver, mobilisé contre l'immigré, je vous remettrai le lien. Non, c'est pas, il n'y a pas eu comme ça des millions de gens partis, il y en a quelques centaines de milliers. Il y en a plus sur le front. Il y a plus de gens sur le front que de gens dans tous les pays voisins. Donc, et il y a beaucoup de gens qui reviennent. Il y a beaucoup de gens qui reviennent parce que dehors il n'y a pas de boulot, parce que ça s'est avéré compliqué, parce que c'est plus cher que prévu, parce que dehors il faut pouvoir bosser, parce que dehors on n'est pas chez soi. Hein, on fait. Tous les Russes qui n'avaient pas vécu dehors, qui se partaient en tourisme en Arménie et autres, c'est une chose. D'y aller y habiter, d'aller y travailler, c'est pas la même chose. C'est comme la ruspatriation vers la Russie. Venir en Russie, c'est une chose. Venir habiter en Russie, c'est autre chose. Et bien là, c'est pareil. Voilà. Donc, en gros, évidemment qu'il y a un événement tragique, il y a une guerre, etc., que c'est compliqué, une guerre américaine contre la Russie et contre l'Europe. Et évidemment que c'est compliqué. Mais voilà, je voulais vraiment revenir sur ce problème de représentation parce que quand je regarde la télé française, c'est impossible à faire ressortir en fait. Tout le monde s'est trompé. Comme a dit Emmanuel Todd, on pensait la Russie beaucoup plus faible économiquement et un peu plus forte militairement. Et sans doute c'est vrai ce qu'il dit en fait. Mais en même temps, il faut bien imaginer qu'il n'y a aucune armée récente qui a fait quelque chose comme ça en fait. À ce niveau-là, à cette échelle-là. Et globalement, les gens qui vous disent oui mais c'est pas l'OTAN qui se bat contre la Russie parce que c'est un proxy, oui bien sûr, c'est l'armée ukrainienne qui se bat toute seule depuis 18 mois et qui se confronte à la Russie. Évidemment que non, sans soutien occidental, ça fait longtemps qu'il n'y aurait plus l'armée ukrainienne. Donc évidemment que c'est l'OTAN. Et évidemment que les stocks de l'OTAN se vident, c'est pas les stocks ukrainiens, ça fait longtemps qu'ils sont vides. Les stocks de l'OTAN se vident. Et la stratégie russe d'attrition, l'artillerie profonde qui travaille, les Russes utilisent de moins en moins de tanks, de moins en moins d'équipements, c'est l'artillerie, c'est les drones, l'artillerie. Et évidemment qu'ils sont en train de démilitariser l'OTAN, sont en train de vider les stocks de l'OTAN, et c'est ça qui se passe. Et c'est pas une question de PIB dont on parle, mais dont on ne prend pas en compte la dette de l'État. C'est pas une question de la puissance militaire d'un pays, c'est pas le PIB par habitant. C'est la densité de son armée, c'est son niveau de formation, c'est le niveau de capacité de développement de l'intendance militaire, de la logistique, c'est le niveau de combativité naturelle des soldats, leur niveau de formation, c'est l'équipement, c'est les stocks. C'est comme ça qu'on voit un pays qui gagne. Quand l'Amérique a attaqué le Vietnam, les indicateurs économiques des Américains étaient X fois supérieurs au Vietnam, ils se sont pris une tôle. Bah, c'est pareil là, évidemment. Donc c'est les stocks de l'OTAN qui se vident, c'est pas les stocks russes, c'est du stock, hein, visiblement. Donc voilà, il faut prendre ça en compte. Pour nous en Russie, la vie a peu changé en fait, tout va bien, la rentrée des classes c'est bientôt, c'est le 1er septembre. J'allais te faire une vidéo là-dessus. Et puis voilà, je voulais vous parler de ça, vous parler de cette crise de représentation. L'OTAN étant... La machine Occident-OTAN, elle est en bout de souffle, je veux dire, elle n'a plus de modèle civilisationnel, elle n'a rien à proposer au monde, personne n'en veut. Elle peut imposer par la force et la violence. Mais encore faut-il qu'il en ait les moyens. Et là, l'OTAN s'est lancée dans une guerre d'affaiblissement de la Russie. Clairement, ils y sont un peu parvenus. Ils ont affaibli un peu militairement la Russie, c'est sûr. Il y a eu des morts, il y a de l'équipement détruit en quantité, etc. Ouais. Mais ils l'ont renforcé économiquement, plausiblement. Ils ont accéléré leur déclassement par la dédollarisation. Et donc, c'est crochet d'un côté, mais ils prennent un crochet sur le côté gauche où ils ont baissé la garde. Donc, il faudra voir sur la durée ce que ça donne. Il faudra voir sur la durée. Et ce qui est sûr, c'est que les Russes, l'élite russe, elle, ne se trompe pas sur la représentation, ne se trompe plus. Elle s'est peut-être trompée à certains niveaux que j'expliquais, elle se trompe beaucoup moins. Et par conséquent, aujourd'hui, les élites russes et les stratégies qui sont mises en place par les élites russes sont beaucoup plus justes de facto parce qu'ils voient plus clairement et lisiblement ce qui se passe. Et je pense qu'en Occident, c'est un peu le brouillard parce que finalement, on se demande un peu comment on en sort maintenant. Et le grand danger dans tout ça, c'est la tragédie ukrainienne.
c'est pour les Ukrainiens. C'est-à-dire que le moment où le maillon ukrainien lâche, si le proxy s'effondre, tragiquement, à cause de trop de pertes humaines, à cause d'un effondrement économique, à cause d'événements intérieurs, et bien à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Donc voilà, je voulais un peu faire cette vidéo là-dessus. Je ne sais pas si c'était clair, mais je pense que oui. Une vidéo impulsive, hein, je n'ai pas pensé. Mais c'est quelque chose, voilà, la représentation. Voilà, ben ça c'est le ciel de Moscou, 24 août. 18 mois d'opération spéciale. Partagez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Je vais faire des vidéos sur d'autres sujets, hein, pas que la géopolitique, mais la vie réelle en Russie. Abonnez-vous à ma chaîne. Merci de me suivre, vous êtes de plus en plus nombreux sur tous les réseaux sociaux. J'apprécie beaucoup, il y a plein de commentaires. C'est vraiment à 90% positif, ça me fait plaisir. Les pas contents, allez suivre d'autres personnes. Les grincheux, les insultants, je vous blacklisté. Vous ne polluerez pas mes cadeaux. C'est comme ça. Et puis, venez visiter la Russie. Venez voir la Russie. Venez vous renseigner. Venez juste visiter, être informatif. Venez voir ce que c'est un pays après 14 000 sanctions, 13 500 sanctions. Venez voir comment les Russes vivent. Venez voir comment c'est l'ambiance ici. Venez voir comment c'est une fin d'été, l'automne. C'est sympa la Russie. Donc, c'est un pays qui a plein d'avantages. Voilà, téléchargez mon livre blanc, abonnez-vous à la chaîne, suivez-moi sur Telegram. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube.